Bonsoir à toutes et à tous, donc chronique 103. Et dans cette chronique, je vais essayer d'extirper, d'expliquer, voire d'interpréter, et comme son titre l'indique, l'antimodernisme de la modernité, aliénation. Alors, si on en revient à Marx concernant ce que j'appelle la dialectique de l'aliénation et de la libération, qui elle-même sous-entend, je dirais, que l'homme peut se libérer des aliénations, et en ceci qu'elles surviennent, je dirais, du fait de sa propre activité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans notre monde contemporain, l'aliénation connaît des formes différentes selon les types de sociétés et d'activités. Aujourd'hui, j'aimerais un peu m'interroger sur ce que j'appelle l'aliénation existentialiste. Car effectivement, le meilleur diagnostic des bouleversements que nous vivons de nos jours, particulièrement bouleversements extrémistes, je dirais aussi bien du siècle présent comme du siècle précédent, puisque l'un accompagne l'autre, et se retrouve finalement dans une tradition philosophique de l'existentialisme. Bien entendu, nous pouvons constater au milieu de beaucoup de variétés un motif cohérent, émergent. Et tous les existentialistes craignent que la vie moderne, technologique, de masse, tranquillise les gens et nous draine de notre, je dirais, authenticité, de notre volonté et de notre force à vivre pleinement. Alors, me direz-vous, le résultat de ce processus est l'aliénation. Et en cela, ce sont les marxistes classiques qui ont mieux expliqué quiconque ce processus, donc processus d'aliénation, expliquant effectivement les conséquences telles que la frustration, la colère, et beaucoup de thèmes se détachent, bien entendu, de ce vaste concept. Alors, l'une concerne, bien entendu, le fardeau de la liberté de choix, ou plus exactement la liberté du choix. En brisant les chaînes de la tradition, de la conformité, bref, encore une fois, d'une certaine forme d'aliénation transmise, non vivante, figée, la vie moderne offre un choix déconcertant et paralysant dans tous les domaines. Des parcours professionnels aux partenaires du mariage en passant par la mode, les existentialistes s'inquiètent quand vous pouvez potentiellement être n'importe quoi et que vous pouvez être, je dirais, peut-être rien et que vous n'avez aucune identité. Et pourtant, les existentialistes sont également très favorables au choix et à l'engagement, à tel point que la passion est le deuxième thème de cette, je dirais, littérature. Il faut savoir que la plupart des existentialistes réclament une étreinte passionnée de la vie, des projets, de la carrière, ils vénèrent les téméraires, je dirais, les faiseurs de mode pour marquer, je dirais, la quotidiennité afin qu'elle ne soit moins morose. Et en ce sens, le gourou de l'entraide, Tony Robbins, colporte une thérapie plus véritablement existentialiste. Je dirais que même un traitement plus sophistique et plus profond que la plupart des philosophes doués de sens ne voudraient au fond l'admettre. Nous avons en cas d'espèce un engagement passionné, invention de soi, responsabilité sont pour les existentialistes le chemin de l'authenticité.
Alors, me direz-vous, faire des choix passionnés est à son tour une chose très personnelle, et l'existentialisme célèbre le caractère sacré de l'individu vis-à-vis du troupeau de masse, et les existentialistes glorifient l'individualisme et s'inquiètent du potentiel d'un nouveau style de conformité dégradé et irréfléchi. Les existentialistes, encore une fois, plaident avec nous, quand je dis nous, c'est nous tous, pour que nous soyons notre propre peuple, pour réfléchir de manière rigoureuse et indépendante à ce que nous croyons, ressentons et voulons. Le mouvement d'entraide dans son ensemble, l'accent, je dirais, mis sur l'estime de soi et le contrôle de son propre destin, émerge directement, je dirais inévitablement, du diagnostic existentialiste. La réalisation de soi est la voie de l'harmonie sociale à l'ère moderne. Le problème est que beaucoup de gens n'arrivent pas à atteindre cet objectif et quelques-uns finissent par essayer de façon ruineuse. Ni embarrassés, je dirais même ni effrayés par la pression de la communauté, des solitaires, confus et en colère se précipitent à la recherche de l'épanouissement personnel et trouvent, je dirais, à la place de Tony Robbins, des prêtres ou des références de ses semblables. Alors l'existentialisme a aussi un problème de religion, ou plutôt il insiste sur le fait que la société moderne en a un. Et pour cela, ce n'est pas une simple affirmation selon laquelle, je dirais, en reprenant la phrase de Nietzsche, Dieu est mort. Il existe, je dirais après tout, des existentialistes qui écrivent dans toutes les traditions religieuses, ou même ceux qui font figure, je dirais, d'une façon imaginée, d'une éventuelle tradition primordiale. L'existentialisme, plus que tout autre, prétend que la religion est devenue un individu plutôt qu'une entreprise de groupe. Pour être authentique, les personnes doivent affronter les questions religieuses de manière indépendante et parvenir à leurs propres conclusions. Un avantage supplémentaire est que les expériences religieuses recherchées et épanouies par un engagement personnel sont beaucoup plus, soyons francs, durables et intenses que celles rencontrées dans les cérémonies communautaires de conditionnement appris par cœur. Alors, la vie moderne n'encourage toutefois pas un tel, je dirais, engagement spirituel. À la connaissance des existentialistes, leur description de la personne authentique devient un diagnostic de la société moderne, et ils n'aiment pas beaucoup ce qu'ils voient. Technologique, matérialiste, dénaturé, déspiritualisé, empestant le troupeau de masse et la chaîne de montage générique, le monde moderne est, pour la plupart des existentialistes, une fabrique d'inauthenticité. Il est sans racine au sens complet du terme, sans racine de la tradition, du patrimoine, de la généalogie, du lieu, de la communauté, comme le souligne son brillant interprète William Barrett. L'existentialisme n'aime que l'abstraction, la rencontre générique et lointaine avec la vie, que la société technologique moderne a substitué à un engagement personnel direct avec elle. Alors, ainsi, avec la période moderne, l'homme est entré dans une phase séculaire de son histoire et entra avec exubérance face à la perspective d'un pouvoir accru qu'il aurait sur le monde qui l'entourerait. Mais dans ce monde, il s'est retrouvé pour la première fois sans abri. Pardon. Son sentiment de sans-abrisme et d'aliénation s'est intensifié. Au sein d'une société de masse bureaucratique où
bureaucratisé, ce serait peut-être plutôt le terme, et impersonnel. Il est très aliéné, étranger à toute forme de métaphysique, à la nature ou au gigantesque appareil social qui jadis pourvoyait à ses besoins matériels, mais la pire et la dernière forme d'aliénation, l'aliénation de l'homme de son propre moi. Dans une société qui exige seulement de l'homme qu'il remplisse avec compétence sa fonction sociale particulière, l'homme s'identifie à cette fonction et le reste de son être est autorisé à subsister du mieux qu'il peut, généralement pour être laissé sous la surface de la conscience oubliée. Prenons un exemple, je vais être terrible, mais prenons un exemple d'un label sinistrement connus, qui font parler d'eux et qui surfent sur l'antimodernisme de la modernité. J'ai parlé, par exemple, de l'aliénation religieuse, plus particulièrement des mouvements intégristes, tels que par exemple Al-Qaïda, qui se veut retournant à un passé qui, à mon sens, n'a jamais vraiment existé, mais où nous sommes dans un imaginaire placardé sur une forme, je dirais, de passé inexistant. Alors nous avons les membres d'Al-Qaïda, passionnés, calculateurs, vicieux, mais aussi idéalistes, parfois brillants et étonnamment mal avisés, et au moins en partie engagés dans une quête pour récupérer ces éléments perdus de leur humanité, pense-t-il. Bref, essayer de récupérer leur être. Ici, nous avons effectivement, en cas d'espèce, une organisation, je dirais, ayant scindé un corps défini dans les racines du terrorisme fondamentaliste, qui se mêlent et se rejoignent à celles de nombreuses autres formes de pensée anti-moderne des 3 derniers siècles. Il y a tout d'abord les romantiques. Prenons par exemple Blake and Walworth et Coleridge, et plus tard les héritiers naturalistes américains de cette tradition, qui ont vu dans les usines et les villes impersonnelles et le culte des dieux, je dirais, jumeaux, Progress and Technology, technologie et progrès, le début de la fin de l'humanité comme un projet valable. Ces poètes des bois auraient difficilement pu s'imaginer comme les ancêtres du nazisme. Pourtant, ils étaient d'une manière très traçable avec le repère de l'histoire intellectuelle. On peut tracer une ligne droite allant de Wordsworth à Heidegger, passant par Hölderlin. Malgré sa fascination pour la technologie, le national-socialisme était un mouvement de rêve, romantique et anti-moderne de bout en bout. On sait que leur funeste entreprise, après l'imaginaire, et leur rêve, à nous le cauchemar. Alors dès le début, aussi les existentialistes parlaient le langage de la purification en revenant à un passé imaginaire plus simple et plus authentique. Kierkegaard voulait ramener les gens à la communion avec les premiers chrétiens. Nietzsche les aurait transportés jusque dans la Grèce antique. Le modernisme doit être écarté ou du moins radicalement réformé. Et comme Lan Boruma l'a récemment souligné, l'idée que le libéralisme est médiocre, non héroïque et sans vigueur martiale n'est pas la possession exclusive du fascisme et de l'islam radical. C'est aussi un vieux cri de bataille de la droite européenne antilibérale. En effet, parmi certains membres de la foule de la théorie politique conservatrice en Occident, il reste plus qu'une nuance du même projet anti-moderne que l'on trouve dans des groupes
plus ou moins soft et plus ou moins hard. Alors passant bien entendu de Julius Evola à René Guénon, allant jusqu'aux plus prévaricateurs, des intégristes les plus farfelus, jusqu'aux plus cruels, aux plus dangereux, sans oublier bien entendu même manque de confort avec le relativisme. Alors l'existentialisme implique, et même souvent prêche, le rejet de tout système moral qui prévaut. Nietzsche a bien discuté, certes, mais il y avait d'autres, Heidegger surtout, qui ont parlé d'authenticité de notre déchu. Précisément parce que nous trébuchions en faisant ce que l'on nous dit de faire. Faisant bien entendu de manière mécanique ce que nous croyons être la bonne chose. Et c'est en cela que finalement Marx a été le père de la réflexion, de cette fameuse aliénation, aussi bien volontaire qu'on pourrait appeler la servitude, et ou également l'esclavagisme, puisque en deux cas d'espèce, même les croyants considèrent que servir est volontaire et être esclave est une violence de contrainte. Mais dans les deux cas, il y a une violence, qu'elle soit faite par notre propre décision, qu'elle soit faite par un tiers et imposée, bien entendu, par l'extérieur. Et pourtant, nous croyons que finalement les choses doivent être la bonne chose à faire. Alors, selon Heidegger, par exemple, ce n'est qu'en prenant ma mort, je le cite, en moi qu'une existence authentique devient possible. Touché par cet ange intérieur de la mort, je cesse d'être l'impersonnel et le social parmi tant d'autres. Comme Ivan Illich, je suis libre de devenir moi-même, quoique terrifiante. Prendre la mort en nous-mêmes est également, je dirais, libératrice. Elle nous libère de la servitude envers les petits soins qui menacent d'engloutir notre vie quotidienne et nous ouvre ainsi aux projets essentiels qui nous permettent de faire de notre vie une vie personnelle et significative. Alors, je vous l'avoue, je ne suis pas heideggerien. Heidegger ne me touche pas et ne me parle pas. Et je ne suis pas sûr que Heidegger pensait au kamikaze. Il semble avoir davantage pensé à l'intériorisation de notre moralité, à la prise en compte de l'idée de la mort. Mais il est difficile je dirais, de ne pas penser aux auteurs rigides et brutaux du 11 septembre qui se livrent à une vie paisible et parcourent sans heurts les petits soucis nourris par la conviction qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient emporté leur mort, et l'avaient acheté et possédé et avaient ainsi réussi la plénitude, atteint la grandeur, atteint l'authenticité, ils avaient atteint la liberté ultime, telle qu'épousée par un existentialisme. Donc, vous voyez, les choses sont quand même assez complexes. Alors effectivement, nous avons alors dans le diagnostic d'existentialiste tous les ingrédients du terrorisme extrémiste et anti-moderne. La recette revient sans cesse dans l'histoire moderne, dans le nazisme, dans une certaine forme de stalinisme, bien que beaucoup de choses ont été dites à tort à l'égard de Staline, mais connaissons que beaucoup d'erreurs ont été commises de sa part, et des erreurs catastrophiques. Nous avons également dans le religio-nationalisme roumain et japonais, et dans les élans violents, je dirais, ou des violentes attaques à la modernité, des Kaczynski, des McVeigh, dans la société moderne, qui a eu, je dirais, tendance à rire, ils sont devenus plus nombreux, je dirais même plus organisés, mieux armés, mieux lotis, que le portrait, je dirais, d'une personne confuse et en colère, perdue dans les choix et les options
du monde moderne. Soit maintenant un cliché ne le rend pas moins perspicace, une prise de risque passionnée, une requête d'identité qui a mal tourné, tant au niveau microéconomique que, je dirais, identitaire, qui hante le monde moderne et de temps en temps le dévaste, et l'incapacité à trouver, par exemple, une maison dans le monde, pour ne citer finalement au fond que Marx. Alors, il est difficile de parler de cette nouvelle forme d'aliénation qui est, je dirais, tentaculaire et qui surtout s'organise dans différents domaines, euh, puisque l'aliénation, comme l'avait bien précisé Marx, est tout d'abord une dialectique et ensuite une compréhension de sa propre création d'activité, qu'elle soit également intellectuelle ou même plus bassement mécanique. Alors, on peut, je dirais, définir que dans les idéologies aujourd'hui qui apparaissent, on s'appelle des idéologies anti-modernes, qui dans cet oxymore sont à la fois un phénomène nouveau, je dirais, on peut considérer que nous sommes dans une politique aujourd'hui du désespoir. Et dans cette politique du désespoir, nous sommes confrontés effectivement à une certaine forme de manque de repères, de valeurs, où beaucoup de choses sont remises en compte et le doute devient un élément, je dirais, non pas un outil qui permet d'y répondre, mais un outil permanent et constant. Alors, si on reprend par exemple le travail de Stern et d'autres, on peut concocter un portrait de cette idéologie, ou du moins une esquisse antimoderne. On sait pertinemment que Stern, par exemple, méprisait le matérialisme, et sous certains aspects au moins, et s'opposait abjectement au commerce et à toute forme, je dirais, du capitalisme. Bien entendu, ne négligeons pas effectivement le bolchevisme ou le léninisme, sous influence marxiste, et une certaine forme, je dirais, d'adaptation d'un communisme russe qui, effectivement, d'une façon inconsciente, tient ses propres racines dans une certaine forme de romantisme. Car l'aliénation, ce qu'on pourrait appeler l'opium du peuple, très mal compris par les gens qui ont tendance à euh, critiquer Marx sans l'avoir lu, sans l'avoir réellement compris, extrait simplement cette phrase où la religion est l'opium du peuple, sans en remettre la phrase dans son contexte. Oui, effectivement, la religion est l'opium du peuple, en tout cas tel qu'il s'est dessiné dans l'histoire humaine. Il y a toujours eu un groupe qui, au nom de la science religieuse, détenait le pouvoir et étaient les seuls interprètes et les seuls guides des populations qui, eux, s'autorisant les fastes du pouvoir pendant que les populations acceptaient leur vie misérable. C'est en cela que Marx dénonce ce qu'on appelle l'opium du peuple. La preuve en est, c'est que Marx considérait comme le Christ comme étant le premier révolutionnaire, puisqu'il n'a pas établi de royaume, il n'avait pas de femme, il ne jouissait pas d'une rente financière colossale, et surtout, il voulait rendre à César ce qui appartenait à César. Bref, pour lui, son royaume était le royaume de l'au-delà. Il n'avait finalement au fond qu'un vêtement de bure, il marchait pieds nus, avait pour oreiller les cailloux du soir et pour couverture la lune et le ciel noir.
et se nourrissait de baies et de ce que, selon lui, Dieu lui fournissait au quotidien. Vous voyez, on est très très loin des fastes du Vatican, des Borges, des papes successifs, et aujourd'hui de certains pasteurs protestants qui sont devenus milliardaires en exploitant à partir de la dîme une multitude de populations, quelle que soit en Afrique, aux États-Unis ou dans le monde en général. Alors, revenons effectivement au travail de Stern concernant son décriment du vide spirituel et moral de la vie, où il a insisté sur le fait que les valeurs culturelles distinctives, d'une manière générale, on peut, je dirais, le définir comme étant, je dirais, les valeurs qui priment le concept universel, la tolérance cosmopolite, qui furent l'ennemi de l'époque. Il s'agissait d'une réaction à l'urbanisation et à la destruction de divers mythes nationaux du pastoralisme. N'oublions pas que le même mouvement, avec l'arrivée du moteur à explosion, Édouard Blériot, les frères Wright, l'apparition du biplan, le moteur à explosion, les années folles, le phonogramme, une multitude de choses dans cette modernité a fait à un moment donné naître des mouvements anti-traditionnels, enfin anti-modernes et se revendiquant de la tradition. Ça a été le cas par exemple des années 20. On passe de la calèche au véhicule à moteur. Alors, tout cela, bien entendu, a joué dans l'imaginaire des populations. Tout d'abord, le refus. Et ensuite, petit à petit, l'acceptation. Nous avons également le même cas d'espèce pour l'arrivée du petit écran dans les foyers. Je vous renvoie à un film très très intéressant de Pierre Mocky, dont Bourvil joue le rôle principal, professeur, la grande lessive, où il joue un rôle d'un professeur de collège et s'aperçoit que ses élèves, effectivement, s'endorment en classe. Et constate avec stupeur que cela est dû à l'arrivée des petits écrans dans les chaumières et les gens en abusent et en usent. Et donc, avec fidèles amis, ils s'en vont, je dirais, en guerre pour arroser les toits d'un produit qui permet de paralyser les chaînes de télévision. Il se heurte bien entendu à la Valette qui est le responsable à l'époque de l'ERTF. Et puis je vous invite à regarder le film, je n'en dirai pas plus. C'est pour moi un film qui retrace effectivement une période où on passe, je dirais, à des nouvelles habitudes. Bon, revenons, je dirais, à la révolution conservatrice allemande. Bon. Alors me direz-vous, dans cette révolution conservatrice, la réaction contre le libéralisme des Lumières énonçait des accusations politiques spécifiques, en plus, je dirais, d'une philosophie assez large. Elle a jugé que les dirigeants politiques existants étaient irrésolus. Alors quand je parle de révolution conservatrice, je parle bien entendu de Ernst Niekisch, de Otto Spengler, de Carl Schmitt, bien que je mets un doute sur Carl Schmitt, sur pas mal d'actions qu'il a commises, je dirais en solidarité avec, bien qu'il soit cité, hein, il reste encore une référence, mais certaines de ces actions à l'égard du nazisme sont plus que douteuses. Je parle également de Werner Sombart, un des fondateurs du socialisme allemand, et bien entendu, Müller von der Brück. Tout ce petit monde fait partie, entre guillemets, de la révolution conservatrice. Alors, je dirais, ces penseurs ont considéré qu'à l'époque, qu'il faut recontextualiser quand même leur existence et puis leurs analyses, considéraient que les dirigeants politiques étaient
irrésolument, je dirais, corrompu. Dans tous les cas, il s'inquiétait de la faiblesse de la nation, ce qui était légitime, du peuple par rapport à ses concurrents. Faiblesse créée par une modernité flasque et le déclin des valeurs nationales et martiales. Présenter un passé et un avenir idéalisé, une vision de rédemption nationale ou ethnique, puisque c'était la question du moment. Bien entendu, pour la petite histoire, mon cœur vacille plus du côté de Rosa Luxembourg et Karl Liebknecht, puisque la notion ethnique, pour moi, est une valeur qui me dépasse. Je prends plutôt la question nationale de l'intérêt collectif et également de certaines traditions pouvant s'accompagner à la doxa sociale. Quelle espèce, par exemple, pour ce qu'il en est de la France, pour moi, Rousseau est une référence inégalée et voire inégalable. Alors revenons à nos braves révolutionnaires conservateurs, à ne pas confondre avec les conservateurs américains des années 80, que les choses soient bien claires là-dessus. Alors ils employaient parfois des théories du complot brutalement malignes, et certains groupes de boucs émissaires ont généralement pris je dirais, le rap pour le déclin national. En Europe, c'était toujours, et je sais que certains aujourd'hui voudraient effacer la souffrance de ce qu'ont vécu d'une façon terrible les autres, mais oui, effectivement, c'était toujours les Juifs. Et cela, même si aujourd'hui cela reste de l'histoire, cette souffrance a été, je dirais, vécue, et vécue pendant très longtemps et d'une façon arbitraire et inique. Et on sait qu'après cette entreprise, puisque Hitler les a doublés à droite, on sait ce qui s'est passé jusqu'à, je dirais, l'éradication, enfin la volonté d'éradiquer ces Européens de confession juive. Bon, ceci étant, soyons honnêtes, je pense qu'une des reproches qui leur a été fait dans leur direction, étant bien entendu à cause de leur lien apparent avec toutes les valeurs de la vie, des Lumières, de l'éducation, de la tolérance, d'une certaine forme, je dirais, de vision peut-être universaliste, qu'ils ont effectivement déterminé comme étant la 5e colonne locale. Bon. Vous voyez, des fois, certains idéalismes peuvent mener à un véritable génocide. C'est en cela qu'il faut toujours faire appel à une réflexion pour se désenclaver d'une forme, je dirais, de fanatisme pouvant se cacher derrière les fagots par Mons et par Vaux, dans une réflexion quand celle-ci doit être mise en pratique. Alors, revenons à cette fameuse révolution conservatrice, où le mouvement inspirait, je dirais, à l'héroïsme national, et à une vie virile, conduisant à la fascination de la violence, et cela incitait une tendance en particulier chez les jeunes, bien entendu. Toujours ce même phénomène à attendre un sauveur caché. Qu'il s'agisse, bien entendu, du nouveau Barbarossa, ou d'un autre mythe national des cavernes. De manière générale, le mouvement a adopté une position à la fois étrange et contradictoire sur la technologie, violemment opposée aux influences mécanisantes de la modernité, tout en étant ravi d'adopter la technologie. C'est ce que nous avons aujourd'hui un peu comme problème. Car beaucoup de gens qui revendiquent le retour à la tradition sont munis d'un iPhone et du dernier MacBook Pro. Ce qui, à mon sens, n'est pas incompatible, mais il faut, je dirais, comme je vous l'ai dit lors de toutes mes audios précédentes, essayer de voir une nouvelle doxa
réinterpréter et ne pas revenir sur je dirais, des mécanismes antérieurs qui répondaient à une certaine période et qui aujourd'hui sont obsolètes. Alors curieusement, les mouvements qui ont commencé comme des assauts romantiques et bucoliques sur la vie moderne ont souvent fini par devenir les ingénieurs des états les plus scientifiques ou industriels du monde moderne. Car à un moment donné, effectivement, il faut revenir à la réalité. Alors voilà, je voulais faire une petite, je dirais, audio sur la réflexion de l'existentialisme et des existentialistes, car c'est assez compliqué. Je pourrais également euh, faire plusieurs sur chaque évolution historique de chaque nation, voire de chaque continent, sur l'Égypte, ou sur des différents empires, hein, ou même, je dirais, sur ce que j'appelle des mécanismes des extrémistes qui aujourd'hui font parler d'eux. Mais il est important de comprendre quelles sont les sources de ces aliénations et comment certains qui ont été, je dirais, les pères fondateurs de l'analyse critique sont finalement, au fond, rentrés dans une réalité qui est somme toute humaine. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine chronique. Merci.